Le paradis infernal. URSS 1933. De Victor Bourret. Troisième et dernière partie. Chapitre 1. La France et les Soviets. On ne saurait imaginer une attitude plus absurde que celle que jusqu'au ministère Herriot, notre pays a adoptée dans ses relations avec les Soviets. La situation peut se résumer de la façon suivante. Premièrement, 15 ans après la Révolution russe, nos créances sur la Russie restent impayées pendant que l'Allemagne a fait reconnaître les siennes. Deuxièmement, nous sommes parmi tous les grands États du monde, celui dont le chiffre d'affaires avec la Russie est de beaucoup le moins élevé, et nous achetons en URSS beaucoup plus de marchandises que nous ne lui en vendons. Troisièmement, notre pays passe en URSS pour être le meneur du jeu anti-soviétique, ce qui est faux, alors que d'autres États qui ont pris vis-à-vis des Soviets une attitude beaucoup plus agressive bénéficient de leur part d'un traitement singulièrement plus avantageux que le nôtre. Quatrièmement, nous avons reconnu les Soviets depuis 8 ans, sans que cette reconnaissance ait jusqu'à présent fait progresser d'un seul pas la question des relations franco-soviétiques. C'est bien là le résultat le plus décevant qu'on puisse imaginer. Je m'empresse de constater qu'il est dû avant tout à notre manie nationale, de vouloir faire du sentiment partout, et de ne pas savoir parler clair quand il faut parler clair. C'est entendu, et les Soviets représentent une civilisation qui est aux antipodes de la nôtre. Il n'est pas douteux que le désir le plus cher de leur doctrinaire est de déclencher dans les pays capitalistes une révolution qui étayerait la leur et détruirait toute velléité de contre-révolution. Mais il est juste d'ajouter aussi que ce désir de propagande révolutionnaire vise tout autant que la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie et même l'Allemagne. Ce qui n'empêche pas ces États de traiter avec les Soviets d'importantes affaires et d'y bénéficier d'un standing que nous sommes loin de posséder. Mettons-nous bien dans l'idée que tant que nous voudrons subordonner les faits à des ressentiments qui sont déjà du domaine de l'histoire, nous n'aboutirons à aucune espèce de résultat. Au point où nous en sommes, les données du problème franco-soviétique sont nettement déterminées. Il s'agit de savoir en quelle mesure deux civilisations rigoureusement opposées peuvent, sur certains points, échanger des services ou des marchandises. Bien entendu, nous considérons que l'attitude consistant à refuser toute relation, même commerciale, avec les Soviets, doit être totalement répudiée. Cette attitude dédaigneuse de grands seigneurs est une offense et par surcroît une sottise, si elle n'est le fait que d'un seul peuple. Que toutes les nations capitalistes s'entendent pour refuser d'alimenter une nation qui proclame son dessein de provoquer la révolution en tout lieu. C'est une politique. C'est la politique du blocus, qui a été essayée et qui a échoué. Mais dès l'instant où un certain nombre de nations ont d'elles-mêmes rompu le blocus, dès l'instant où elles font de fructueuses affaires commerciales avec les Soviets, disons-nous bien que chaque fois que notre pudeur capitaliste se refuse à des relations avec l'URSS, la commande qui nous aurait été passée est transmise à l'un de nos concurrents, beaucoup moins sentimental et moins naïf. Au surplus, il convient de comprendre que les affaires russes évolueront dans un sens d'autant plus favorable à la paix du monde, que nous prendrons à leur égard une attitude commerciale
moins agressive. On ne saurait imaginer le service immense que nous avons rendu à la Russie des soviets en 1918 et 1919, lorsque nous avons soutenu les armées russes anti-soviétiques. C'est un service du même ordre que celui qu'a rendu l'Europe royaliste à la Révolution française, de 1789 à 1795. Les bolcheviks n'étaient au début qu'une poignée d'hommes résolus. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 1917, ils possédaient si peu la sympathie des masses que l'Assemblée constituante, élue quelques semaines après le coup d'État d'octobre 1917, envoyait à Pétrograd une énorme majorité anti-bolchevique, tellement anti-bolchevique que Lénine jugea inutile de discuter avec elle et s'empressa dès sa première réunion de dissoudre la dite assemblée. Au surplus, à cette époque, des divergences de vues se faisaient sentir dans l'équipe dirigeante, car l'accord n'était pas complet sur la nécessité d'instaurer un régime collectiviste en terre russe. Certains se seraient contentés fort bourgeoisement d'occuper le pouvoir, sans bouleverser l'état social et économique de la nation. Notre intervention a d'une part cimenté l'accord entre tous ces hommes, et d'autre part elle a soudé dans une commune destinée cette équipe de dictateurs audacieux et l'immense pays qui les connaissait à peine. La guerre contre les envahisseurs étrangers, armée blanche de Wrangel, de Koltchak, de Yudenich, que nous avions contribué à soudoyer, reconnaissons-le franchement, mais que l'Angleterre avait subventionné beaucoup plus largement que nous-mêmes, a contribué à galvaniser les dirigeants et elle a déterminé les masses à les suivre. Les soviets ont pris prétexte de notre réserve ultérieure et tardive pour nous accuser, nous Français, d'être les seuls auteurs de tous leurs maux. Cette réaction blanche a polarisé toutes les forces soviétiques dans le même sens. Bon nombre de gens qui n'avaient pour Lénine et Trotsky aucune espèce de sympathie se sont immédiatement rangés sous le drapeau rouge pour combattre dans les généraux blancs, les représentants d'un ancien régime abhorré en raison de ses excès. Au surplus, ces armées blanches, c'est ce qu'on oublie trop souvent en France, se sont livrées à des atrocités aussi graves que celles des armées rouges. Ayant à choisir entre deux terreurs, beaucoup de moujiks ont préféré la terreur nouveau style, se disant qu'après tout l'ancienne ils la connaissaient, et qu'ils n'avaient rien à perdre au changement. On peut donc dire que la perpétuation du régime des bolcheviks est dans une très large mesure notre œuvre. Faisons-en notre mea culpa. Cessons de gémir sans raison contre un fait qui est aujourd'hui indiscutable. Efforçons-nous surtout de ne pas renouveler les mêmes erreurs. Et parmi celles-ci, gardons-nous de croire à l'efficacité d'un blocus économique, qui d'ailleurs n'est qu'une rêverie. Le blocus continental de Napoléon contre l'Angleterre était certes moins chimérique. Pour comprendre à quel point une telle manœuvre serait maladroite, il suffit de voir avec quelle habileté les soviets s'emploient à persuader leurs assujettis que le monde entier veut déclencher une attaque brusquée contre eux. Au cours de mon voyage, j'ai dû affirmer plus de 100 fois, parce que plus de 100 fois on m'avait posé la question, que la France ne se souciait nullement d'entreprendre une aventure guerrière contre les soviets. Cependant, on croit dur comme fer là-bas que l'URSS est perpétuellement sous la menace d'une offensive soudaine de la part des pays capitalistes. D'où vient cet état d'esprit?
de la nécessité où se trouve le gouvernement des soviets de justifier par la crainte d'un péril extérieur une politique aventurée au point de vue économique et au point de vue social. C'est la diversion classique de toutes les dictatures. Je suis convaincu pour ma part que l'armée rouge, qui ne m'a pas eu l'air d'ailleurs d'être fort belliqueuse, est moins destinée à lancer des offensives contre les pays voisins qu'à démontrer par son existence même l'imminence du danger extérieur. Armée politique qui au surplus doit exécuter les décisions du comité exécutif, prêter la main aux gros travaux des champs, comme à la réparation des routes et des voies ferrées, à la construction des usines. Armée de janissaires, mais aussi armée de secours, auxiliaires précieux des travailleurs, en cas de nécessité et d'urgence. On peut discuter longuement sur les intentions belliqueuses de l'URSS et sur son impérialisme économique et militaire. Pour ma part, je rapporte cette conviction que l'impérialisme soviétique ne peut s'exercer à l'étranger que sur le terrain des idées, et sous la forme de subventions données à des partis révolutionnaires. On m'a expliqué là-bas, comme on l'explique à tous les Français qui y vont, qu'il ne faut pas confondre le gouvernement des soviets avec l'internationale communiste. On a même ajouté qu'au fond, le gouvernement des soviets, loin de se réjouir de l'activité du Comintern, troisième international, éprouverait au contraire une véritable gêne de ces initiatives. Ce point de vue en soi n'est pas absurde. Il n'est que trop évident que ceux qui ont la charge écrasante de diriger l'économie soviétique, et qui par conséquent sont en contact journalier avec de terribles réalités, doivent parfois maudire en leur fort intérieur les initiatives maladroites des fanatiques irresponsables qui dominent la troisième internationale. Là encore, phénomène banal et classique. C'est tous les jours que, dans nos démocraties, on voit un chef de gouvernement être gêné par le zèle intempestif de ses partisans. Il n'en est pas moins vrai que nous n'avons aucune espèce d'illusion à nous faire sur ce chapitre. Qu'on le veuille ou non, en raison même de la doctrine qui anime le Comintern et le Parti communiste, véritable maître du pouvoir, nous ne croyons nullement à une dissociation de ces deux organismes. Ajoutons que si l'activité du Comintern est parfois pour le gouvernement des soviets une entrave, elle est aussi un puissant moyen d'action sur la politique intérieure et extérieure des peuples capitalistes. Nous ne serons point assez naïfs pour croire que le bolchevisme renoncera délibérément à cet instrument d'influence et de propagande. Au demeurant, ceux-ci ne regardent que les soviets eux-mêmes. En ce qui nous concerne, nous n'avons aucune raison de nous montrer tolérants sur ce terrain de la propagande chez nous. Plus nous nous montrerons sévères à cet égard, et plus nous acquerrons les sympathies des dirigeants moscovites. L'âme russe comprend difficilement la faiblesse. Soyons forts à l'égard de la propagande communiste étrangère, et à Moscou on sera inévitablement enclin à se montrer conciliant dans les rapports avec notre pays. Nous avons d'ailleurs sous les yeux le double exemple de l'Italie et des États-Unis. Ces deux nations sont aux antipodes de la doctrine communiste. S'il est vrai que sur beaucoup de points leur civilisation, basée pourtant sur des principes opposés au collectivisme, aboutissent en réalité à des résultats identiques. Ni M. Mussolini, ni M. Hoover n'ont toléré chez eux une propagande alimentée par Moscou.
ils n'ont pas hésité à employer les moyens les plus énergiques pour s'en débarrasser. C'est de bonne guerre. Et cela ne gêne ni les Américains ni les Italiens dans leur rapport économique avec l'URSS. Ces relations sont au contraire florissantes. Je suis obligé de le dire. Durant tout mon voyage là-bas, j'ai déploré amèrement l'absence de la France sur le marché soviétique. J'ai rencontré un peu partout dans les exploitations agricoles, plus spécialement, du matériel américain, du matériel allemand, du matériel italien. Je n'ai guère rencontré de matériel français. Celui-ci ne m'a paru représenté que par quelques camions automobiles, circulant dans les très grandes villes, et par quelques rares machines dans les campagnes. Nous n'avons véritablement pas à nous féliciter de ce résultat, qui est dû à nos propres erreurs. La dernière en date est celle de l'accord franco-russe des pétroles, qui justement a été signé pendant mon séjour à Moscou. Il a été passé pour une durée de 5 ans, un contrat d'achat de pétrole du Caucase, s'élevant à une somme annuelle de 500 millions. C'est là un joli denier. Les soviets s'attendaient à ce qu'en contrepartie, on leur demandât de nous acheter pour une somme équivalente du matériel français, habitués qu'ils sont à ces sortes de trocs avec les autres pays étrangers. Pour être juste, il convient de dire que les industriels français, pressentis par notre gouvernement, avaient été priés d'établir un programme de vente en URSS, qui eût été la contrepartie des achats français de pétrole caucasien. Les plus grands industriels de notre pays se réunirent donc. Ils discutèrent pendant de longs mois pour finalement n'aboutir à rien, de telle sorte que le gouvernement français se trouva contraint de passer la commande de pétrole sans rien exiger en échange. Il paraît que l'impuissance de cette commission industrielle provient du désaccord des représentants des firmes intéressées, chacun ayant voulu pour son compte tirer à soi la couverture. Peut-être aussi y a-t-il eu là une manifestation de cette prudence soupçonneuse et hautaine, dont tant d'industriels français ne croient pas pouvoir se départir, lorsqu'il s'agit de traiter avec les soviets. Et cependant, beaucoup de ces industriels sont en chômage, et se tournent périodiquement vers les pouvoirs publics, pour exiger des secours en faveur de leurs ouvriers. Que penser d'une pareille attitude? N'est-elle pas particulièrement démonstrative de l'absurde méthode que nous avons suivie depuis 10 ans dans nos relations avec les soviets? Puisse l'accord franco-soviétique récemment signé clarifier cette situation. Je ne doute pas qu'il ne contribue à dissiper des malentendus fâcheux, des erreurs déplorables dans nos conceptions réciproques. Il vaudra ce que les peuples qu'il régit voudront qu'il vaille. La Russie l'a proposé, la France l'a accepté. Respectons-le tous loyalement, pour le plus grand profit de la paix entre les hommes, pour le retour à la prospérité entre les travailleurs, pour le mieux-être général, l'ajustement des doctrines intransigeantes à une plus saine notion des réalités et des possibilités de demain. Chapitre 2. Les mœurs. Selon une règle inhérente à toutes les révolutions, les mœurs en Russie ont subi depuis 1917 une modification considérable. Cette modification est-elle plus apparente que réelle? Je n'ose me prononcer, car il m'a été difficile de juger définitivement et de voir à quel degré les réflexes traditionnels de l'âme russe
avait été altérée par le bouleversement total du régime, plusieurs fois séculaire. Disons tout de suite par simple devoir de loyauté que les exagérations de la presse française et de certains spécialistes des questions galantes m'ont paru controuvées sur bien des points. Il faut savoir rendre justice même à ses adversaires. J'ai eu l'impression que la nation russe était singulièrement plus continente que beaucoup de nations occidentales. Le contraste est frappant entre le spectacle nocturne des rues moscovites et celui de quelques rues de certaines grandes villes des pays capitalistes, notamment de Berlin, à toute heure du jour et surtout à la tombée de la nuit. La Russie, rénovée par les principes marxistes, vit-elle dans une accalmie complète des sens, ainsi que cela advient aux membres de certains ordres religieux. Les soucis spirituels de l'édification socialiste ont-ils convaincu les croyants du communisme intégral, que l'amour n'était qu'un luxe bourgeois? Anatole France, tant aimé des premiers communistes, n'aurait certainement jamais placé en Russie soviétique le thème de son admirable Thaïs, car les moines civils qui mènent cette immense collectivité d'hommes affectent l'insensibilité aux attraits de la chair. Ils jurent par Karl Marx et Saint Lénine que jamais à l'instar du moine Paphnus, ils ne quitteront leur vie d'anachorète pour succomber à des tentations trop ardentes. De tous les tours de force accomplis par les bolcheviks, le plus extraordinaire peut-être serait donc d'avoir supprimé depuis la révolution d'octobre 1917 cette luxure qui accompagnait l'humanité depuis ses premiers âges, en tout lieu, et sous toutes les civilisations. Certes, l'ambiance communiste n'est pas aphrodisiaque. La lecture des journaux, l'audition des discours sur le plan quinquennal, les spectacles orientés vers la propagande et dénués de tout libertinage, les exégèses quotidiennes sur la pensée de Karl Marx ou de Lénine, les commentaires sur les statistiques de production. Bref, tout cet ensemble triste comme une prédication presbytérienne laisse penser que les bolcheviks ressemblent comme des frères aux fanatiques puritains du Mayflower, fondateur de la Nouvelle-Angleterre. Décidément, c'est encore une fois l'obsession de l'exemple américain. Mais peut-être des raisons moins intellectuelles et moins morales expliqueraient-elles cet étonnant phénomène. Signalons pour mémoire une alimentation à base végétarienne, du fait de la rareté du bétail et des difficultés de transport des poissons, et qui dans l'ensemble est insuffisamment substantielle. Signalons également la quasi-impossibilité de réaliser quelque intimité en raison de la pénurie et du mauvais état des logements. Au surplus, la femme soviétique n'a point pour se parer les ressources de ses sœurs des pays capitalistes. Les colifichets, les phares, les parfums, les bijoux, les toilettes. Tout cela fait partie de l'industrie légère ou extra-légère. Et la Russie, dans l'exécution de ses fameux plans quinquennaux, n'en est encore qu'au stade de l'industrie lourde. Cette situation se modifiera vraisemblablement, mais pour toutes ces futilités, il faudra sans doute attendre le 3e ou le 4e plan quinquennal. Autre élément. La femme a cessé d'être supérieure à l'homme, puisqu'elle est devenue son égale. Elle met toute sa coquetterie à lui ressembler en tout point. La tendance générale est d'atténuer la différence des sexes, qui dans la vie politique et industrielle deviennent quasi interchangeables.
D'ailleurs, les cadres de la vie conjugale n'existent plus. Chacun travaille à son usine ou à son bureau, prend ses principaux repas au réfectoire coopératif. En outre, le travail par roulement assigne au mari et à la femme des heures de liberté ou de repos, qui ne coïncident que rarement, et les conjoints ainsi disjoints doivent en fait renoncer aux joies régulières du tête-à-tête. Écartés l'un de l'autre, ils ne connaissent pas les douceurs du ménage, pot-au-feu français, où l'épouse fait mijoter amoureusement le plat qui doit flatter le palais du chef de famille, à son retour du travail, et l'arracher aux tentations du bistrot. Imaginez d'autre part la vie du ménage soviétique, obsédé des convocations perpétuelles adressées au mari ou à la femme, par le club de leur corporation. Allez donc vous livrer aux tendresses lorsque l'ordre du jour de votre syndicat vous appelle à discuter des grands problèmes de l'industrialisation du pays et des moyens de rénover l'humanité enlisée dans les horreurs du capitalisme. En vérité, le citoyen soviétique est bien un type entièrement nouveau d'humanité. Il est beaucoup plus sensible aux beautés de l'apostolat social qu'aux astucieuses manœuvres de l'éternel et international Cupidon. C'est un progrès peut-être considérable. Il me paraît cependant que les Latins que nous sommes, avec leur héritage d'une civilisation plus riche, plus nuancée et plus humaine, atteindront difficilement à cette perfection spécifiquement bolchevique. Mais peut-être ne faut-il pas juger sur les apparences. La prostitution réglementée est interdite là-bas, et ne se rencontre ni sur les places publiques, ni dans les maisons spéciales. Les bolcheviks en déduisent leur supériorité sur les pays capitalistes, dont ils dénoncent la trop visible immoralité. Laissons aux spécialistes de la psychologie russe le soin de décider si la célèbre théorie de Freud ne joue pas en URSS et ne se manifeste pas sous d'autres formes à tendance amorale. Faut-il ajouter que la conception des moscovites sur le mariage bouleverse du tout au tout la conception française. Le divorce là-bas est aussi exempt de formalité que le mariage. Tout se réduit à une déclaration devant un fonctionnaire local. C'est une sorte d'union libre enregistrée. Entre l'union libre ordinaire et l'union libre enregistrée, il n'y a que la différence entre un soussain privé et un acte notarié. Tous deux ont une même valeur juridique. Mais en fait, l'union enregistrée permet à la future mère d'établir plus aisément la responsabilité paternelle, au cas où le mari abandonnerait son épouse et leur progéniture. D'autre part, cette union enregistrée permet d'obtenir facilement un logement commun, réservé aux ménages. Il n'est que trop évident que cette facilité de divorcer détruit la solidité de cette magnifique cellule sociale qu'est la famille. Cependant, il me semble qu'aucun goût morbide ne se fait jour, ni dans la masse, ni chez les dirigeants. La presse soviétique, qui est d'une invraisemblable monotonie et qui procède à un bourrage de crâne inlassable, en ce qui touche les doctrines du parti et les mystères du plan quinquennal, a au moins ce mérite de ne donner aucune place dans ses colonnes à de malsains reportages. Les crimes passionnels ne connaissent point les honneurs de la vedette. La photographie des assassins y est remplacée par celle plus rassurante, des pacifiques ou d'Arnik. On ne trouve jamais dans un journal soviétique la narration d'un crime ou le récit d'une aventure graveleuse, comme il arrive trop souvent dans les journaux des pays capitalistes.
Il convient de remarquer que l'étalage des turpitudes, qui est si choquant dans nos périodiques, n'est pas précisément à la louange des lecteurs des pays bourgeois, car tout lecteur a le journal qu'il mérite. Par ailleurs, en matière de protection de l'enfance, les soviets sont arrivés à un résultat que nous pourrions en France leur envier. Constatons toutefois que l'État arrache systématiquement les enfants à l'influence maternelle, ou même paternelle. Il entend les élever à sa guise, et dès leur bas âge, il les intoxique des principes de la doctrine communiste. Aussi leur réserve-t-il toute une série d'avantages. Crèches, garderies, jardins d'enfants, du moins dans les groupements urbains de quelque importance. Il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Alors que dans notre pays subsiste le douloureux problème de la fille-mère, et que la recherche de la paternité est en fait rendue impossible. Alors que trop fréquemment de malheureux enfants se trouvent dès leur naissance, abandonnés à la seule charge d'une pauvre femme, délaissés et sans ressources. En URSS, on fait passer l'intérêt de l'enfant avant celui du père supposé. La présomption de paternité pèse sur celui dont les relations étroites avec la mère peuvent être prouvées par les moyens les plus simples. En cas de doute entre plusieurs paternités, la loi soviétique, s'inspirant à rebours de l'ingéniosité de Salomon, attribue plusieurs pères légaux au même enfant. Avec ce système, un homme peut être déclaré le père d'un enfant qu'il n'a aucunement procréé. C'est évidemment fort audacieux. Mais avec le système français, on aboutit au résultat contraire, qui laisse le responsable échapper presque toujours à sa responsabilité, et qui inflige à l'enfant et à la mère le sort rituel d'éternelles victimes. Une mention spéciale doit être réservée au droit à l'avortement, qui en Russie est codifié, reconnu, pratiqué officiellement. On veut ainsi éviter le péril des accidents consécutifs à des opérations clandestines, effectuées par des matrones inexpérimentées. On veut également permettre à la femme de choisir son heure, pour procréer, et d'être libérée des affres de la maternité. L'avortement est une autre forme de l'affranchissement de la femme. C'est une consécration du droit qu'elle réclame de disposer librement de ses actes et de son corps. C'est pour elle une conquête civique. Il convient de dire que ce droit étrange est toutefois limité par l'obligation pour la femme de fournir les motifs de sa demande d'avortement. Ces motifs sont appréciés par une commission spéciale. En cas de refus, la femme peut faire appel devant une seconde commission, composée suivant les mêmes règles, et généralement on lui accorde l'autorisation sollicitée. Au total, cette législation des avortements est un mélange assez bizarre de pensées révolutionnaires, de passions égalitaires et de pruderie à la mode anglo-saxonne. Ajouterai-je qu'une propagande officielle recommande l'emploi de produits anticonceptionnels et que des musées spéciaux ouverts aux adultes comme aux enfants exposent les différentes phases de l'acte sexuel et ses conséquences. Reste le curieux chapitre de l'alcoolisme en Russie. Là encore, il paraît y avoir une différence considérable entre le présent et le passé. Le Slave était réputé pour aimer les boissons fortes et en consommer immodérément. La vodka était même devenue un moyen de gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a peut-être plus d'alcoolisme, mais c'est parce qu'il n'y a plus de boissons. Il se fait bien de temps à autre des distributions de vodka dans les coopératives, mais les quantités mises à la disposition des consommateurs étant restreintes, le mal est limité. Les palais assoiffés doivent se contenter soit de cette curieuse bière,
faite avec du pain fermenté, soit d'une insipide limonade, à peine bouquetée par des décoctions de baies sauvages. La Russie est condamnée à l'eau fraîche, aux eaux minérales du Caucase et aux légères infusions de thé. Tout cela ne prépare guère à l'exubérance. La joie communicative des fins de repas n'est là-bas qu'une métaphore vide de sens. Et pourtant il y a dans le sud de la Russie, en Crimée et au Caucase, des vignobles dont les produits habilement vinifiés s'apparentent aux vins chargés d'alcool d'Espagne et du Portugal. Ils leur font même une active concurrence sur le marché allemand. Bien entendu, leur prix élevé en interdit l'usage aux prolétaires russes, qui préfèrent l'esprit lourd et massif de Karl Marx à l'esprit pétillant de la liqueur de Noé. Ajoutons d'ailleurs que les rares alcooliques sont traités avec sévérité et sont vraisemblablement découragés de sacrifier aux ivresses de l'alcool. Est-ce parce que la Russie tourne constamment les regards vers l'avenir, qu'elle oublie les vieillards, qui sont par définition les représentants du passé, toujours suspects de tiédeur ou d'hostilité envers les idées nouvelles? C'est un fait que j'ai pu vérifier, comme tous les autres visiteurs de l'URSS. On ne rencontre point de vieillards ni dans les rues, ni dans les établissements publics. Se cachent-ils, honteux d'une civilisation qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas? Sont-ils morts? Quoi qu'il en soit, on n'en voit guère, et l'oubli se fait sur eux à ce point qu'on n'en parle jamais. La faible densité des vieillards s'explique peut-être par la sévère élimination qui résulta de la guerre mondiale, puis de la guerre civile, enfin de la grande famine, continuée par les privations dont la vie soviétique nous donne le continuel spectacle. Est-ce cette sélection naturelle qui explique que les sujets chétifs et débiles sont aussi rares que les vieillards? S'il en est ainsi, les lois de Darwin trouvent en URSS une application inattendue, mais combien monstrueuse. Puisque nous en sommes au chapitre de la santé publique, je dois dire que l'on s'efforce de multiplier le nombre des hôpitaux. J'en ai visité un à Rostov, véritable modèle du genre, qui, pour 1200 lits et 1100 malades, comprend un personnel de médecins, d'infirmières, de garçons de salle, d'auxiliaires, de jardiniers, de personnel de service, de comptables, etc., s'élevant à plus d'1 millier de personnes. Les salles étaient modernes, d'une propreté exemplaire. Les infirmières et les infirmiers paraissaient bienveillants pour les malades. Signe des temps, les malades russes ne veulent pas être offerts en spectacle à leurs compatriotes et aux étrangers. C'est pourquoi on nous fit revêtir des blouses blanches, qui nous donnaient à peu de frais l'allure médicale, propre à dissiper les légitimes susceptibilités de ces citoyens fiers et soupçonneux. L'un des médecins qui nous accompagnait était plus spécialement chargé des maladies vénériennes. Il nous déclara avec un orgueil bien naturel que ces maladies, qui ne sont point en URSS considérées comme honteuses, étaient extrêmement rares. On est parvenu à ce résultat par la suppression de la prostitution et par l'emploi des moyens susceptibles de dépister et de guérir les sujets blénorragiques ou syphilitiques. Un contrôle sévère s'exerce sur les personnes contaminées. Celles-ci sont astreintes à se présenter régulièrement à des médecins spécialistes et à subir des traitements énergiques. Ce régime a donné des résultats excellents. Toujours est-il qu'on ne voit pas en Russie
des gens atteints des stigmates de la redoutable maladie, à laquelle nous devons en France des dizaines de milliers de décès annuels. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré un seul enfant dégénéré, présentant les apparences d'une hérédité, directement syphilitique ou alcoolique. Voilà une rapide vue d'ensemble des mœurs russes. Je m'en voudrais cependant de passer sous silence le trait le plus original, à savoir le système pénal soviétique. Il vise plus volontiers à rééduquer qu'à punir. La théorie n'en est pas neuve. La pratique seule offre à nos yeux quelque intérêt. Disons tout de suite que l'application du code pénal est sensiblement raréfiée en ce qui concerne l'escroquerie, l'abus de confiance, les délits d'adultère ou les crimes passionnels consécutifs à l'ivrognerie ou à la jalousie, vice bourgeois, puisque la propriété privée est réduite au minimum et que la femme est maîtresse de son corps, dont le mari n'a point la propriété exclusive. Il y a cependant de temps à autre des délinquants. On les considère comme des malades, qu'il convient, avons-nous dit, de rééduquer, au lieu de les punir. Aux condamnés pour des délits qui ne touchent qu'au peu de propriétés privées, qui subsistent en Russie, on applique des peines consistant plutôt dans l'isolement que dans l'emprisonnement. Le condamné est assujetti à un travail productif, assaisonné de repos, dont il peut profiter soit à l'intérieur de la prison, soit librement à l'extérieur, mais à charge de réintégrer le domicile pénitentiaire chaque soir, aux heures fixées par le règlement. Au bout d'un certain temps, s'il a exécuté ses prescriptions, il jouit de la journée de repos, tout comme ses camarades de la ville, et il peut utiliser cette sorte de permission de détente à sa guise, sans avoir à en rendre compte. La seule obligation à laquelle il est soumis est de rentrer à la prison moralisatrice aux heures réglementaires. Dans le local disciplinaire et éducatif, l'intéressé subit une cure de morale soviétique, et son cerveau y est nourri de la substance des bons auteurs bolcheviques. On fait de ce pécheur par occasion un repentant, qui pourra demain devenir un des membres influents de son soviet, voire même de la Russie. Bien entendu, comme nous l'avons dit par ailleurs, ce régime répressif édulcoré n'est pas applicable aux délits et crimes dont l'État pourrait être victime, soit comme personne politique, soit comme propriétaire de tous les biens russes. Là subsiste encore le régime des longs emprisonnements, de la déportation, le tout appliqué d'une main de fer, avec un esprit qui se préoccupe beaucoup moins de moraliser que de supprimer ceux qui ont osé attenter au sacro-saint principe. La peine de mort intervient dans les cas graves ou même plus simplement, toutes les fois qu'il convient de faire un exemple et d'impressionner les populations. Ombres et lumières, chimères de l'imagination philosophique, mêlées aux dictats de la raison pratique, mues par les seules nécessités de l'heure. Rien de tout cela n'est nouveau sous le soleil. Nous avons eu notre Jean-Jacques Rousseau pour postuler que l'homme est né bon, que la société seule l'a corrompu, et qu'il le faut moins réprimer que remoraliser. Nous avons eu aussi notre Victor Hugo pour invoquer Beccaria et proscrire la peine de mort, et parce que la société qui se venge est la vraie responsable du monstre individuel. Et nous avons eu aussi la Convention, dressée dans son effort de farouche énergie, pour condamner au nom de la raison d'État,
telle défaillance individuelle, que la pitié eût pu absoudre, mais que la foi révolutionnaire, aussi impérieuse que le fanatisme religieux, ne pouvait châtier que par la mort. Transposez en Russie les leçons de notre histoire. Voyez comment, sous l'usure des années et la discipline de l'expérience sociale, ces théories et ces attitudes se sont amorties, conciliées dans l'harmonie de notre législation et de nos mœurs bourgeoises. Et demandons-nous ce qu'à l'avenir il restera de tout ce tumulte d'idées, d'actions, d'anticipation et de rêves, quand la structure définitive du régime russe se sera enfin assise sur le limon, condensé et solidifié, de la révolution bolchevique. Conclusion. Le touriste étranger, par définition, ne voit que partie de la Russie, tout comme le scaphandrier ne voit que des aspects limités des régions sous-marines. Mais l'un et l'autre peuvent coordonner leurs impressions avec celles de leurs prédécesseurs, qui, usant des mêmes moyens, ont exploré des régions différentes. Le touriste peut aussi se faire une opinion plus adéquate. Si après avoir vu de ses yeux vus, il complète son information personnelle par l'examen critique des documents officiels du gouvernement russe. Et s'il rassemble les témoignages, apparemment sévères, des mécontents de l'immense territoire soviétique. Pour asseoir son jugement, il faut aussi lire les rapports publiés, notamment en Allemagne, aux États-Unis, au Bureau international du travail, par des techniciens qui, après avoir séjourné en Russie, sont rentrés dans leur pays, où ils peuvent enfin relater objectivement leurs observations. Si ambitieux que soient les rêves d'une nouvelle et parfaite humanité que les bolcheviks promettent et veulent imposer au monde, il apparaît alors clairement que leur système actuel ne peut être qu'une transition entre un passé condamné et un avenir moins radicalement séparé des ancestralités qui dominent le présent. Pour l'instant, le peuple russe souffre du manque d'aliments et de vêtements. Dans certaines régions, il connaît périodiquement la famine, ou tout au moins une extrême et cruelle disette. C'est le revers des succès obtenus sur le plan industriel. L'échec sur le plan agricole vient notamment de l'erreur du Parti communiste. Principalement recruté dans les éléments citadins ou dans les milieux intellectuels, presque tous anciens déserteurs de la terre. Il a voulu intempestivement appliquer des formules qui ne pouvaient convenir à la masse paysanne. A. La suppression de la liberté de penser et d'agir. B. La suppression du stimulant que constitue le gain individuel. C. L'imposition de charges excessives aux travailleurs de la terre. D. L'obligation pour eux de livrer à l'État la plus grande partie de la production à des taux inférieurs à ceux qu'ils eussent trouvés sur le marché libre. E. La suppression absolue des intermédiaires, dont la disparition a été pire que leurs abus. Pour bien comprendre l'état actuel de la Russie, il faut tout d'abord examiner le régime d'inégalité qui oppose les villes aux campagnes. Point de vue agricole. La récolte totale en grains, y compris les haricots, de 1931-1932, serait, d'après le socialisti Chesko Zomdeli, du 5 juillet 1932, d'environ 700 millions de quintaux, dont il faut déduire 134 millions pour les semences, soit net 566 millions de quintaux. Le surplus de l'exportation sur l'importation étant de 43 millions, il reste 146 millions pour les villes, l'armée et les populations industrielles.
soit environ 385 kg par tête, et seulement 377 580 000 quintaux pour les populations agricoles, soit environ 295 kg par tête. Ainsi les urbains, les ouvriers, les soldats et marins ont chacun en moyenne pour leur alimentation individuelle 100 kg de plus que les agriculteurs, nourriciers faméliques de la collectivité. Considérons d'autre part que présentement, nous sommes loin des réalisations promises par le plan quinquennal. 700 millions de quintaux de blé au lieu de 837 millions prévus pour 1932. Nous voilà loin encore des 1,3 milliard prévus pour 1937. En ce qui concerne la viande, le bétail a diminué depuis que la collectivisation a été posée en règle de salut public. Le troupeau n'atteint pas la moitié de l'effectif de 1928. Le manque de fourrage dans les exploitations collectives, dans les fermes d'État, empêche la reconstitution du cheptel vivant, alors qu'elle eût été bien plus aisée dans les exploitations individuelles ou collectives, si les paysans avaient pu garder la propriété de leurs animaux. Résultat, les villes manquent de viande et de lait. Les décrets qui rétablissent le droit pour les paysans, libres ou collectivisés, de vendre ce qui n'est pas exigé pour la part de l'État. Les semailles et les œuvres collectives n'ont pas donné de résultats satisfaisants. La raison en est toute simple. Le paysan tout d'abord n'est pas tenté par la faculté de toucher des roubles papier, qu'il ne peut échanger contre les produits vestimentaires ou d'usage domestique, dont la pénurie persistante est singulièrement grave. Il craint en outre que le petit capital qu'il pourrait ainsi constituer ne le fasse ultérieurement cataloguer dans la catégorie des paysans aisés ou enrichis, et que des mesures de rigueur ne viennent l'accabler, ou tout au moins lui ravir son argent. Il redoute que la jalousie de camarades moins heureux ne lui rende la vie insupportable, ne le classe parmi les suspects, ne le désigne à l'ostracisme, dont les koulaks furent déjà les victimes. Dans ces conditions, quel intérêt aurait-il à bien travailler, à préparer rapidement et convenablement ses terres, pour leur confier les semences en temps utile? Quel intérêt a-t-il à soigner des animaux qui ne lui appartiennent pas en propre, à les entourer de ces attentions que leur prodiguent nos paysans français? N'a-t-il pas au surplus quelque raison de se demander si ces mêmes animaux seront traités de façon satisfaisante par ses camarades de la collective? On lui a dit il faut remplir le plan. Puisqu'il faut ensemencer une quantité d'hectares déterminée par les bureaux, il les ensemence donc, mais il les ensemence dans de mauvaises conditions. Peu lui importe que la semence ne donne plus tard que des épis maigres, puisqu'il n'en touchera qu'une part insignifiante. Et puis, il n'est toujours en cette occurrence qu'un exécutant sans initiative, donc sans responsabilité. À la terre comme dans les usines, l'apparence de la quantité est acquise au détriment de la qualité et de la quantité réelle. Le paysan ensemence des terres où le grain ne donnera jamais que peu ou pas de récolte. Point de vue industriel. Quels ont été les résultats à ce jour? Le pétrole a certes donné en 1932 à peu près les chiffres prévus, mais la production en charbon a été inférieure aux 75 millions de tonnes escomptées. Le pétrole est vendu en majeure partie à l'étranger et facilement acheminé vers les lieux d'embarquement. Le charbon, lui, est réservé aux usines soviétiques, qui ne sont reliées à la mine
que par de rares lignes de chemin de fer, dont l'insuffisance est aggravée par les immenses parcours à desservir. Ajoutons que le personnel des usines est d'une fluidité lamentable. En 1931, 20% des ouvriers changent d'usine, sans être même certains de trouver ailleurs de meilleures conditions d'existence. La production du fer est de 9 millions de tonnes, contre 10 millions espérés, et la qualité n'en est même pas satisfaisante. Malgré l'accroissement de 17% des salaires, le rendement des ouvriers n'augmente que de 4%. Le prix de revient, au lieu de diminuer des 8% prévus, s'élève de 6%. Point de vue financier. La perte sur le financement du plan quinquennal dépasse 4 milliards de roubles en 1931. Notons que les émissions de papier-monnaie se sont succédé. 1,5 milliard de roubles en 1930. 1,3 milliard de roubles en 1931. En 1932, la circulation passe de 2,880 milliards de roubles à 3,257 milliards. Chiffre de la Banque d'État pour le premier semestre. La baisse mondiale des produits agricoles et l'insuffisance des possibilités d'exportation rendent chaque jour plus difficile le paiement des achats de machines. La conséquence, c'est que la chute des prix qui s'est produite dans la suite et que la longueur des crédits demandés par le gouvernement russe et acceptés par les fournisseurs étrangers n'ont pas amélioré le budget de ces derniers et ont par contre entraîné des pertes sévères pour les finances russes. La situation de demain. Voilà pour le bilan matériel à la fin de 1932. Mais il y a l'avenir, nous clament sans cesse les admirateurs du système soviétique. Posons-nous loyalement la question. Quel sera l'avenir de la Russie? Le labeur soviétique avec les méthodes soviétiques finira-t-il par donner d'abondantes moissons? Persistera-t-il sous la forme collective? Se libérera-t-il définitivement des mauvaises herbes du capitalisme parasite? Ou retournera-t-il à une économie capitaliste? Aboutira-t-il à une société meilleure et plus heureuse? Produira-t-il un homme nouveau, une civilisation supérieure, totalement différente des anciennes, auxquelles les soviets reprochent d'être imprégnés de cet esprit religieux, petit bourgeois, qui d'après Lénine et Staline a déformé les peuples occidentaux? Cet homme nouveau sera-t-il spécifiquement russe? Ou sera-t-il un être idéal, vivifié par le sang anglo-saxon et le sang latin des vieux peuples, qu'un providentiel destin aurait infusé aux artères dégénérées de l'ancien sujet russe et tartare, alcoolique et famélique? Combien de générations faudra-t-il avant que ce miracle ethnique n'arrive au terme de sa gestation et ne se développe sans risque de régression vers les types ancestraux? Constatant incidemment qu'aujourd'hui les générations se succèdent plus rapidement en pays soviétiques qu'en pays capitalistes, les vieux y sont bousculés hors de l'action par les jeunes, impatients de voir disparaître ces fantômes antidéluviens. Ces anciens n'apparaissent plus aux jeunes communistes que comme des obstacles nuisibles à l'élan créateur de leurs cadets. On ne leur inflige évidemment pas la méthode des tribus des îles Sandwich, où l'on fait monter les vieillards au cocotier, pour apprécier leur vitalité et décider s'ils méritent d'être conservés. L'épreuve du cocotier est remplacée par la pratique des tests de rendement.
Le système est plus moderne, mais le résultat semble bien être le même. Le respect, l'obéissance ont diminué. La soumission à l'influence paternelle et maternelle a disparu. L'enfant n'a pour ainsi dire plus un père unique, responsable de son présent et soucieux de son avenir. Il est le fils de la société, qui se charge de sa croissance intellectuelle et matérielle, qui veille jalousement et minutieusement sur lui, dès son bas âge. Bafouera-t-il la société qui l'a élevé, comme il bafoue à l'heure actuelle ceux auxquels il doit le jour? Sa nature humaine résistera-t-elle? Se débarrassera-t-il plus tard de l'intoxication lente et méthodique qu'il subit dès sa naissance? L'avenir seul nous le dira. Dans la crèche, les murs sont garnis de caricatures de bourgeois, de prêtres, de nobles, de tyrans des anciens régimes, et de capitalistes représentatifs des peuples, qui, en attendant les grandes croisades marxistes, vivent encore en terre infidèle. Ces images persistantes imprègnent son jeune cerveau de haine ou de dégoût, pour les maîtres de la Russie d'hier, et pour ceux tout aussi abhorrés, qui survivent dans les nations voisines. En opposition, il est hanté par les portraits stylisés, resplendissant de sérénité conventionnelle, d'activité et de bonté paternelle, de Lénine et de Staline. Dans les pouponnières modèles, à Moscou tout au moins, les bambins ont en guise de jouets des cubes, dont l'agencement produit des phrases types. Ces sentences opposent les méthodes arriérées et répugnantes d'antan au progrès de la civilisation bolchevique. Pour s'amuser, les enfants ont des collections de petites pièces mécaniques qui leur permettent de construire des blocs figurant des usines géantes, des ensembles merveilleux, comme ceux du Dnieprostroï et du Magnétogorsk, des constructions gigantesques de buildings ouvriers. Le catéchisme de nos jeunes années est remplacé par celui de la religion marxiste, où les formules lapidaires du léninisme et du stalinisme se substituent aux commandements de Dieu et de l'Église. Leurs livres d'images, de lectures attrayantes, sont consacrés à des aperçus nationaux, qui limitent leurs horizons, qui leur laissent ignorer les gloires du passé de leur pays et l'existence, en tous autres pays, des hommes de bien attachés au progrès de l'humanité. Adultes, ils ignorent de la littérature classique tout ce qui en faisait le charme, le sentiment, la grâce, la noblesse humaine, en un mot, les vraies joies de l'esprit. Les pédagogues soviétiques veulent débarrasser les corps et les cerveaux de tout ce qui pourrait les attarder aux satisfactions artistiques et raffinées des sens, au respect des délicatesses privées, au culte de la famille, à l'amour de la mère, à l'influence du père. L'homme et la femme ont perdu le souci de plaire. La coquetterie n'existe plus qu'à l'état exceptionnel. Le souci vestimentaire a disparu. Tout est sacrifié à l'hygiène sociale, qui doit faire des travailleurs robustes et sains, des fourmis à deux pattes, dont le rendement peut être calculé comme celui d'un moteur, et n'a de valeur que s'il est bien utilisé dans les usines collectives des campagnes ou des villes. Plus de pudeur cultivée. Seule existe la pudeur naturelle de l'animal. Plus d'amour sentimental. Seul le besoin physiologique et bestial du quadrupède. L'impudicité de l'instinct remplace la décence des gestes et des désirs comprimés. Les élans du cœur, les rêveries délicieuses des heures de repos vers l'être,
ou le bonheur ardemment désiré. Comment en serait-il autrement sous l'action de ce bourrage de crâne qui ravale les esprits? On ne parle, on n'écrit que pour évoquer les résultats du plan quinquennal, les descriptions des usines, des barrages hydroélectriques et des ponts suspendus, les résultats de la fécondation artificielle, la préoccupation de tirer le meilleur rendement de la fraiseuse, de la machine-outil, de la dynamo. Bref, on a d'autres idéaux que tout ce qui constitue la vie intérieure et extérieure de l'usine. L'homme et la femme sont devenus des automates, des personnages de guignol, mus et animés par le Parti communiste. L'esprit religieux autrefois si développé a disparu. Le culte et ses cérémonies disparaîtront de plus en plus. Il n'y a plus de dimanche ni de jours fériés, à l'exclusion des anniversaires révolutionnaires. Aucune place n'est laissée, ni à la justice divine, ni à la majesté de la conscience humaine, ni aux consolations d'une espérance idéaliste ou terrestre. Les âmes sont devenues des tombes. Voilà ce que les bolcheviks appellent l'affranchissement et la préparation d'un nouveau type d'homme. D'autre part, la guerre militaire, la guerre civile, la lutte contre la famine, ont appris aux hommes à lutter les uns contre les autres, à se défendre en massacrant l'adversaire. Pendant la tourmente révolutionnaire, l'assassinat était un sport, le vol et le pillage un droit. L'homme est un loup pour l'homme. Une armature sociale nouvelle, il est vrai, s'est substituée automatiquement à l'ancienne. La propriété ayant été presque totalement supprimée, le vol n'est plus. Le désir sexuel s'est affaibli. Il n'y a donc presque plus de viol, ni de crimes passionnels. L'alcoolisme est sévèrement réprimé. Les meurtres dus à l'excitation des boissons ou à la concupiscence sont extrêmement rares. Certes, ce sont dans le domaine immédiat des résultats heureux que nous devons tous enregistrer avec joie. Mais les vols, les viols, les meurtres, les attentats ne sont dans la vie des peuples que des exceptions, que des faits accidentels. Ils deviendraient plus rares encore si les masses cessaient de s'intéresser aux récits des crimes, aux lectures policières, aux représentations théâtrales et cinématographiques, dont l'adultère est le thème principal, où la cupidité est mise au service des passions sexuelles, où le nudisme à peine voilé et les déshabillés trop hardis excitent les cerveaux et provoquent de malsains désirs. Quelles conclusions devons-nous tirer pour nous-mêmes de cette modernisation de la société et de l'individu? Certes, nous devons plus que jamais travailler à réformer nos mœurs, nos goûts, nos habitudes, à supprimer ces exhibitions, ces récits malfaisants, ces scénarios qui sont à la base de nos représentations dites artistiques. Dans tous les pays, même capitalistes, c'est le vœu de tous les hommes de bon sens, de toutes les femmes qui ont le désir d'être des mères, et elles sont la presque unanimité. Pour cela, il nous faudra, tout comme les bolcheviks, cesser de courir à la recherche de richesses excessives, qui ne trouvent leur intérêt que dans leur ostentation, dans l'étalage de bijoux, de colifichets, dans la satisfaction du snobisme du nouveau, dans la création de modes invraisemblables et sans utilité certaine. Ne convient-il pas que plus que jamais, nous menions une existence plus simple,
plus exempte des complications du luxe, et même de la gourmandise, pour nous borner à ne consommer que ce qui est nécessaire à nos vrais besoins. Alors cessera la course à l'argent, au capitalisme superflu, dont l'objet n'est le plus souvent que la satisfaction d'illégitimes et regrettables fantaisies. Aussitôt et tout naturellement s'établira un meilleur équilibre des fortunes. Point n'est besoin pour cette cure de rénovation, du remède catastrophique d'une révolution à la mode bolchevique. Nous ne sommes pas, nous, acculés à la violence, pour fonder la fraternité. La lutte des classes, qui n'est pas dans nos traditions, n'aura du reste plus chez nous aucune raison de fait. Chacun a des degrés certes divers. Ne pourra-t-il arriver à un stade de plus juste mieux-être? Et en attendant, s'assurer au moins un logement plus convenable, plus hygiénique et plus agréable, une alimentation plus substantielle, des vêtements mieux appropriés aux exigences des saisons, de plus réelles facilités de circulation, des distractions plus honnêtes. Alors disparaîtront la jalousie et l'envie. Inspirons-nous de l'exemple des terriens. Imitons nos paysans, qui eux vivent modestement, simplement, chastement, sans recherche du romanesque ou de l'inédit, mais qui au moins vivent vieux, ignorant la neurasthénie, l'épuisement de la débauche occulte, et des raffinements crapuleux dans les lieux interlopes. En effet, le goût nocif des littératures ordurières, qui déséquilibre la jeunesse des cités, n'atteint pas le travailleur des champs. Celui-ci poursuit son saint labeur, les yeux tournés vers l'amélioration du sort de ses enfants et la prospérité du sol qu'il cultive avec tant de ferveur. Imitons le paysan français, et imitons même sur certains points l'exemple spartiate. Faisons disparaître les hypocrisies sociales. Soyons résolus et courageux. Alors notre race s'exaltera dans les satisfactions du travail, de la pensée, dans les joies intimes du foyer familial. Alors les hommes politiques pourront eux aussi, plus utilement et avec plus de liberté d'action, travailler à l'avènement de l'égalité et de la fraternité, dans l'harmonie de la liberté humaine et des règles de la nature éternelle. Est-ce là une doctrine purement terrestre? Et suppose-t-elle que la vie ne doit être qu'un passage entre deux néants? Loin de nous ces vanités philosophiques. Non, le souci d'améliorer le sort des humbles, de supprimer les tares sociales, de guérir les malades, de prévenir les maux dont nous souffrons, d'ennoblir et de protéger l'existence, peut nous apporter les joies infinies du présent, sans priver les croyants de leur admirable espoir dans les béatitudes de l'au-delà. C'est ici qu'apparaît d'ailleurs l'abîme entre notre mentalité et celle du bolchevique. Sorti brusquement de la nuit des servitudes millénaires, il se plonge dans cette autre nuit de l'esprit, dans cette autre idolâtrie, qu'on pourrait définir le déterminisme de la technique et le mysticisme du matérialisme. La statistique et la machine sont devenus les pôles magnétiques de l'esprit chez les intellectuels, les théoriciens et les masses ignares du paradis infernal de la pan-bolchévie. Le bolchévisme révère l'autorité suprême de la machine. Reprenant les conclusions de certains ingénieurs américains, adeptes de la nouvelle doctrine, la technocratie, ils croient que le travail humain est toujours gaspillé,
lorsqu'il n'est pas consacré au service de la machine. Il oublie que la machine crée le chômage, qu'elle le développera de plus en plus, et que la crise qui en résultera sera telle qu'il faudra bien recourir pour les services de l'alimentation à ces perpétuels transformateurs de l'énergie naturelle, que sont les plantes et les animaux. Cherchera-t-on au fond des corps nus des succédanés et des ersatz? Espère-t-on remplacer un jour les aliments organiques, produits de la vie, par les fameux comprimés de la synthèse chimique, produits du laboratoire? Ne comprend-on pas qu'il n'a pas pu y avoir là, de la part d'un Marcellin Berthelot, qu'un caprice et un jeu de l'hypothèse, bien plutôt qu'un postulat et une anticipation de génie? Et ne songe-t-on pas que si par malheur, l'humanité abolissait par de maléfiques inventions la nécessité du travail, elle aurait seulement découronné son effort de sa dignité et de ses joies, perverti le sens de sa destinée, et trouvé dans sa funeste science la détresse de sa conscience. Conceptions absurdes et démoralisantes. L'autorité, le respect, l'application des formules et des chiffres ne suffisent pas à tous les besoins de notre âme et à toutes les aspirations de l'esprit et du corps. Au surplus, les ingénieurs ont montré depuis longtemps qu'une machine absolument parfaite, construite suivant les seules données des épures, établie selon les seules règles de la mathématique la plus rigoureuse, serait incapable de bien fonctionner. Il faut en effet prévoir les marges d'usage. Une automobile de la meilleure marque ne donne son plein rendement que lorsque les cylindres et les pistons se sont ajustés, lorsque le rodage leur a permis de gagner un certain jeu. La mécanique nous apprend aussi qu'il n'y a pas d'action sans réaction, de mouvement sans frottement, et sans développement de chaleur. En régime démocratique, cette loi se vérifie dans les parlements, sous la forme de l'opposition et de la haute température des débats sans lesquels les gouvernements ne feraient que végéter et ne pourraient jamais agir. Un gouvernement qui disposerait d'une unanimité persistante finirait à la longue par ne plus rien concevoir et par ne plus oser. Il perdrait la notion des faits et de la réalité. Son dynamisme s'éteindrait, et avec lui l'esprit créateur. C'est la raison profonde pour laquelle la tyrannie oppressive des cerveaux et des êtres humains n'a jamais pu durer longtemps sur aucun peuple ni à aucune époque de l'histoire. Ainsi donc la dictature imposée à la Russie disparaîtra, ou bien s'amendera. Je suis convaincu qu'elle s'assouplira suivant les besoins et les nécessités humaines. Elle tendra sans doute vers un capitalisme démarqué, vers un néo-capitalisme, ayant l'utilité de l'ancien, sans en avoir le caractère antilibéral. Les Russes, tout comme les autres individus, à quelque civilisation qu'ils appartiennent, à quel régime qu'ils soient soumis, ceux-là seront de celui qui leur est imposé. La loi du changement joue pour les peuples, comme celle du transformisme pour les espèces. L'inquiétude éternelle des hommes les poussera à exagérer les imperfections du présent, les amènera à imaginer et à souhaiter les bienfaits de l'avenir. Même au nom d'une doctrine, on ne s'affranchit pas indéfiniment du mirage du désir. Qui sait donc si un jour prochain les Russes, saturés de communisme, ne découvriront pas les beautés du capitalisme occidental, dont ils ont été privés,
et dont surtout ils voudront connaître les avantages. La forme des idées n'a qu'une valeur d'un jour dans l'histoire, et ne s'interprète que par effet de contraste. Elle suit le rythme alterné des civilisations et des décadences. Au fond, les soviets, tout en se croyant des novateurs, rejoignent les vieilles croyances et réinventent les anciens systèmes. Eux athées, ils suivent le sillage du Christ, qui avait proclamé que les richesses sont des biens méprisables et dangereux pour ceux qui les détiennent. Mais le Christ parlait en poète. L'action n'était pas chez lui la sœur du rêve. Il n'a jeté la malédiction aux richesses que sous le symbole des préceptes et des paraboles. Son royaume n'était pas de ce monde, et il rendait pratiquement à César ce qui appartenait à César. Tandis que Karl Marx, vivant au temps de la mécanique généralisée, a traduit les mêmes idées sous la forme d'équations économiques. Il a tendu à l'actualisation de ces principes. Il a inséré dans le mouvement social des faits, une force qui s'y prolonge, et dont le bolchevisme n'est qu'un phénomène. Qui sait jusqu'où et comment travaillera dans l'avenir cette force de révolution? Peut-on prévoir en présence de l'éternelle résurrection de tous les mythes quelles vicissitudes sont réservées au mythe moteur du communisme bolchevique? Qui peut deviner dans quel sens s'orienteront les masses rurales lorsqu'elles passeront de l'obéissance passive et de leur paresse intellectuelle à un état d'action réfléchi, fondé sur le développement de leur connaissance générale? Là encore, l'instinct humain surgissant de son éclipse se manifestera et protestera contre un absolutisme intolérable et révolu. Le temps aura fait son œuvre, qui ronge les idées comme la matière brute, et qui est fatale à toutes les vaines idéologies. Sans aucune exagération, on peut donc prévoir qu'un autre doctrinaire, à la mode de Lénine, mettra un jour sur pied en pleine terre soviétique une doctrine de liberté, autour de laquelle se grouperont de nombreux prosélytes, qui, avec le même fanatisme que leurs ancêtres marxistes, la présenteront au monde comme un progrès nouveau et décisif de l'esprit humain. Ce qui revient à dire que la Russie, en raison de son état anachronique et de sa mentalité quasi orientale, passe son temps à refaire pour son compte toutes les expériences que le reste du monde a enfantées et vécues dans le cours des siècles. Les bolcheviks ont réinventé l'esclavage en rétablissant le travail forcé. Ils réinventent le militarisme dans ces étranges manuels où l'on exalte la beauté des forêts de baïonnettes. Ils réinventent le système des castes en créant des catégories sociales. Les premiers militants de la Révolution, les soldats, les techniciens, les administrateurs, par la force des choses, deviennent une sorte de noblesse communiste, en tout point comparable à celle des régimes monarchiques. Sur cette terre apparemment égalitaire, s'instituent des clans de privilégiés, indispensables techniciens, ou membres du communisme intégral, dont les descendants seront préférés comme consommoles, au fils des autres citoyens. Ouvriers des villes, dont la voix dans les conseils des simples soviets vaut 5 fois celle des paysans. Caste érigée sur l'inégalité des classes, héritage des plus lointains passés d'oppression des multitudes. Présentement, le prolétaire russe n'a d'autre souci que celui fort élémentaire et tout naturel
de se procurer le minimum indispensable à son existence animale. Plus tard, lorsque sa matérielle sera mieux assurée, il éprouvera le désir du superflu, peut-être même du luxe. Alors commenceront à poindre et à se manifester plus vivement les sentiments de jalousie, présentement latents, à l'égard de ces privilégiés qui jouissent aujourd'hui dans l'État soviétique, d'une vie relativement heureuse. Alors perceront des velléités d'indépendance et de véritable égalité. Les masses voudront bénéficier des mêmes avantages que les chefs. Elles discuteront sou par sou, copec par copec, la rémunération du technicien qu'elle hésite déjà à mieux rétribuer que le simple travailleur. Elles contesteront le maintien de la situation de fait, dont bénéficient les membres du Parti communiste, actuellement maîtres incontestés. Le dernier venu dans l'usine des villes, dans les kolkhozes ou dans les sovkhozes, prétendra à remplacer les autorités sociales établies. Le peuple aujourd'hui annihilé dans les collectivités rurales ou industrielles et dans les soviets, présentement terrorisé par les communistes, s'émancipera progressivement. Il ressentira une fringale avide de jouissances immédiates, de besoins qui exploseront d'autant plus vigoureusement qu'ils auront été plus longtemps comprimés. Il jettera par-dessus bord doctrine et discipline. L'électoralite jouera. Les groupes particularisés se formeront. Les manœuvres s'esquisseront en vue de remplacer les équipes dirigeantes. Le sentiment d'envie inhérent à la nature humaine apparaîtra au grand jour et permettra à des hommes nouveaux de surgir. Les nouvelles couches monteront. En dépit de la déformation communiste imposée dès l'école, elles voudront vivre leur vie, tout comme dans la plus banale des sociétés capitalistes. Chaque régime engendre son contraire. Chaque forme d'éducation crée des réactions opposées au but poursuivi. Les plus passionnés et les plus virulents des anticléricaux ont généralement fait leurs études dans des établissements religieux. Les abus de l'Empire ont créé la République. Les excès du libéralisme italien ont suscité le fascisme. Véritable phénomène de self-induction électrique appliqué à la politique. Le communisme n'échappera pas à cette règle éternelle du pendule, qui cherche spontanément son équilibre, dans la contradiction de ses oscillations. Ses adeptes eux-mêmes, soucieux d'un avenir que l'État n'a pu leur assurer, songeront à se le faire par leur propre effort. Ils réinventeront vraisemblablement l'esprit d'épargne, la propriété privée, créée et fécondée par l'initiative individuelle. Le peuple enfin éclairé ne voudra plus que l'homme d'initiative et de labeur soit à la faveur des dogmes communistes, placé sur le même pied que l'indolent, que le paresseux toujours prêt à se décharger, sur la collectivité de sa part de travail. Il chantera les louanges du labeur libre, qui donne à chacun une récompense proportionnée à son intelligence, à sa perspicacité, à son expérience, à son effort quotidien, à son mérite. L'homme sera, comme le veulent les démocraties occidentales, assuré de recevoir de la société, non ce qu'exigent ses appétits, mais ce que méritent ses travaux. Un sens nouveau de la justice naîtra, analogue à celui de la société américaine, où chacun sait qu'il doit tenter sa chance honnêtement, et ne rien négliger pour la favoriser. Les foules hier comprimées
accepteront demain la loi sempiternelle de l'humanité, où l'incapable et le paresseux abandonnent la direction aux plus habiles et aux plus laborieux. Loi impitoyable peut-être, loi de la jungle parfois, et qu'il faut certes corriger et harmoniser par une conception idéaliste du droit. Loi quand même et qui est, quoi qu'on le veuille, la loi même de la vie. À ce sujet, j'évoquerai l'exemple splendide que nous a donné le peuple américain, qui, dans son désarroi matériel et dans la crise industrielle qui l'étreignait, a montré combien demeurait vivace sa foi dans la toute-puissance de l'effort personnel. Les plus éprouvés, c'est-à-dire les chômeurs, malgré leur misère succédant à une prospérité sans précédent, se sont refusés à voter rouge sang. Ils n'ont point accordé au parti anticapitaliste leur suffrage. La nation américaine, véritable creuset, où se sont fondus les éléments les plus audacieux du monde européen et asiatique, avec les autochtones, a marqué son attachement aux grands principes, qui a fait la force de tous les peuples, à savoir l'initiative individuelle, conduisant à l'aisance, voire à la fortune, sous la condition que cette initiative accroisse en fin de compte le patrimoine de la société. Il faut reconnaître que le régime ultra-capitaliste, qui sévit outre-Atlantique, paraît démentir cet austère et salutaire principe, en permettant à la grande finance de régir le monde, et de durer moins par les services qu'elle rend que par sa formidable puissance de domination. Il est exact que le capitalisme laisse trop facilement le champ libre à des pirates, qui ne comprennent la lutte pour la vie que sous la forme d'une destruction systématique des faibles. C'est le rôle des démocraties éclairées de mettre à la raison de tels monstres, qui finissent par faire oublier et par faire méconnaître les vertus du régime capitaliste, sainement discipliné et conscient de son devoir social. Le rôle du capitalisme doit rester celui de catalyseur des énergies humaines. Il a dépassé le but aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France, et peut-être aussi en Italie, où l'industrie hypertrophiée connaît maintenant un état voisin de la paralysie. En Russie, au contraire, au moins dans les comptes rendus officiels, l'industrie est d'une activité trépidante, mais elle n'a pu assurer encore un heureux équilibre entre la production et la consommation. Les besoins indispensables, les désirs les plus légitimes des masses, sont loin d'être encore satisfaits. Tout a une limite. Les excès trouvent en eux-mêmes leur châtiment. Quoi qu'en ait dit Karl Marx, tous les grands capitalistes n'ont pas encore trouvé le secret de la fortune perpétuelle. Ce n'est que d'une façon précaire qu'ils prélèvent une illégitime plus-value sur le travail de leurs semblables. Où sont donc tous les dieux de la finance de l'après-guerre, qui, de leur Olympe bancaire, promulguaient hier encore leur ukase sur le monde prosterné? Que reste-t-il de la fortune des Kreuger, des Hugo Stinnes, des Loewenstein? Leurs suicides sont un tragique et décisif démenti aux doctrines de Karl Marx. Résumons-nous et concluons. On doit constater dans toutes les branches de l'activité russe une déification de la machine considérée comme la seule dispensatrice de tout bonheur, et parallèlement une subordination du travailleur à cette exigeante déesse. C'est le culte de Baal, nouveau style.
l'homme est asservi à la machine qu'il a cru dominer, en s'en faisant une auxiliaire. Étrange aberration que cet aboutissement contraire à la primitive doctrine marxiste. Substantifique moelle de la révolution russe. Le marxisme ne fut-il pas au milieu du siècle dernier la réaction instinctive des travailleurs manuels contre les abus inhumains des grands industriels de cette époque? Le marxisme n'est-il pas, au fond, une explosion du sens refoulé de la liberté innée au cœur des hommes? N'a-t-il pas pris naissance dans les usines de Manchester et de la région londonienne où régnait le sweating system? Au fond, toutes les doctrines sociales, proclamées par le Messie allemand, guide spirituel de la Russie actuelle, ont peut-être été moins une réaction contre le capitalisme que le développement d'une notion abstraite de la justice et qu'une protestation d'apparence scientifique contre l'abrutissante discipline du machinisme. Le nébuleux marxisme n'a pu agir sur les masses que parce qu'il paraissait annoncer dans ses lois et incarner dans ses buts une forme nouvelle de l'indépendance. Voici maintenant que le premier pays qui pratique les méthodes marxistes est justement celui où l'on a le plus complètement supprimé toute liberté et où l'on a le plus sacrifié l'homme à la tyrannie du travail collectif dans le temple de la machine. Autrefois, l'omnipotence du bal industriel prenait une forme humaine et précise, sous les espèces du maître possesseur des moyens de production. Aujourd'hui, le patron seul a changé. Il s'appelle l'État anonyme, invisible et irresponsable. Il se rit des colères de ses sujets, qui ne peuvent l'atteindre dans son olympienne impersonnalité. Du marxisme naissant de 1850 au marxisme triomphant de 1917-1932, la boucle est bouclée. Le cycle de la misère humaine se referme sur ses victimes. Hier comme aujourd'hui, c'est toujours l'écrasement de l'individu par l'outil qu'il a créé. Chaîne infernale, fatalité sans remède, que nulle doctrine politique ni économique, je l'ai hélas constaté là-bas, n'a réussi à briser. Est-ce à dire que la révolution russe a été vaine? Loin de nous cette hypothèse. Dans un pays comme la France, une révolution destructive et niveleuse ruinerait un riche fond de civilisation, un trésor d'idées, de sentiments, de délicatesse, tout un passé de travail orienté vers le bonheur de l'homme, libéré du vice, de la pauvreté et de la faim. Elle désorganiserait un système complexe et supérieur, d'instincts moraux et d'habitudes intellectuelles. Elle ne manquerait pas de préparer une régression collective vers les mœurs barbares. Nous ne pouvons même pas espérer que des caractères humains en sortiraient vierges, vigoureux, prêts pour une autre civilisation. En Russie tsariste, au contraire, les idées de civilisation ne s'exprimaient que par une élite souvent persécutée, asservie, toujours mutilée dans son expansion. Mais d'immenses possibilités y gisaient à l'état natif. Et cela malgré l'obscurité moyenâgeuse entretenue par la féodalité multicentenaire. Rien d'étonnant dès lors que la formidable commotion révolutionnaire, qui rompit le vieux système anti-humain, ait libéré sous le choc les énergies mystérieuses de l'explosif. Dès lors, l'ébranlement est général.
le mythe de la révolution se levant à l'horizon transfigure des êtres passifs hier encore, suscite les enthousiasmes, révèle à elle-même des personnalités, qui, poussées par la foi nouvelle, vont entreprendre la croisade du communisme. Des générations fécondes en actes créateurs vont se précipiter dans tous les domaines de la science, de la technique et même de la littérature, où des talents incultes mais originaux atteindront d'emblée à la vérité du pathétique et de l'analyse. Oui, dans l'immense et rugueuse broussaille moscovite, ont fleuri d'éclatants et vivants symboles de l'intelligence humaine. Mais la Russie du Knout, la Russie des Moujiks, la terre antique des Isbas et des steppes, est demeurée pesamment inorganique. Sa subite transformation n'est qu'un stade foncièrement précaire. Toute construction sociale hâtive est vouée à la ruine, puisqu'elle n'est ni un produit équilibré de la raison appliqué à l'expérience, ni un don de la maturité, nécessaire au peuple comme aux individus. Nous aurons en surprise inévitable cette nouvelle confirmation d'une loi éternelle de thèse et d'antithèse, en mouvement vers la synthèse. Nous verrons le monstrueux s'effacer dans les normes, la montagne s'user sous l'érosion inlassable des années, pour devenir une œuvre vieillie, chargée de sens humain, renfermée dans ses règles de l'harmonie, qui sont la forme vraie et le signe du progrès. Quand donc l'esprit de liberté descendra-t-il au tréfonds de l'âme russe? D'ici là, nous le craignons, les décades se succéderont, car la vraie civilisation suit le temps, et le temps élabore plus lentement encore les sociétés, qu'il n'éduque les individus. Il n'est donc là-bas sur la terre russe rien de radicalement changé dans le sort matériel des travailleurs. Rien n'assurera leur bonheur si les transformations nécessaires ne s'y établissent sur le fond civilisé des consciences. Concluons. Déjà pour le philosophe qui scrute la vie des nations et qui en résume les traits visibles encore à l'horizon du passé, la révolution bolchevique n'est qu'une révolution de plus dans l'histoire de l'humanité. Demain, sans doute, nos enfants auront peine à se figurer le drame gigantesque qui a retourné la face de la Sainte Russie, à la manière d'un tremblement de terre. L'heure vient pour nous de la sérénité dans le jugement. Vitupérer la révolution russe pour ses excès et pour sa violence est un enfantillage. A-t-on jamais vu dans l'histoire que la force n'ait pas été la grande accoucheuse? Était-il possible que la nuée pesante des servitudes millénaires crevât en Russie, autrement que par le tonnerre et la tempête? Le long martyrologe de l'humanité, sur la route des âges, est-il autre chose que l'expérience de la force, qui même au service du droit demeure la raison suprême? Qui sait si Lénine, aux heures affreuses où il surveillait du fond de son exil l'effondrement de toute civilisation, dans les frénésies de la Grande Guerre, lui aussi n'a pas béni la catastrophe rédemptrice qui lui permettait de culbuter le despotisme asiatique des tsars. Et nous aussi, n'avons-nous pas d'abord frémi d'une joyeuse espérance quand nous parvint l'annonce de la République moscovite? Ne nous sommes-nous pas rappelé alors le mot prêté à Napoléon pour en interpréter le sens prophétique?
Dans 100 ans, l'Europe sera républicaine ou cosaque. Depuis, sans doute, les événements nous ont déçus. La République russe a menti aux illusions que nous fondions sur elle. Mais est-ce un motif pour oublier que telle est la loi de l'histoire? Flux et reflux des mouvements humains. Retours invincibles du présent vers le passé. Même quand sont brisées les chaînes et que s'élabore lentement l'esprit de liberté à travers les survivances de l'esclavage. La civilisation, selon le mot de Goethe, est une ligne spirale. Elle est avec ses détours, ses infléchissements, ses chutes dans l'espace qui se prolongent, par des ascensions et par d'autres chutes. Elle est aussi avec son mouvement progressif vers une fin inaccessible à nos regards. À quel point se trouve la Russie? À quel point sommes-nous placés nous-mêmes de la ligne spirale? Quel jugement pouvons-nous d'ores et déjà former et de quel critérium disposons-nous pour situer la Russie dans le panorama de l'histoire? Ce qui est sûr, c'est que la modestie doit être notre règle. Modestie et foi, car il n'est pas possible que du sacrifice de tant d'hommes, que de l'ardente mêlée de tant d'efforts, dans cette prodigieuse alchimie de la révolution russe, dressée en un geste cyclopéen, pour broyer dans son creuset l'antique monument de barbarie, ne surgisse un jour une réalité sociale meilleure et consolatrice. Rien n'est vain, pas même le rêve des illuminés, qui parfois dépasse l'intuition des sages. Quand l'horizon humain sera libéré des fumées qui planent aujourd'hui encore sur l'immense champ de mort et de vie qu'est la révolution russe, nos fils plus heureux que nous y verront se lever ces deux lumières jumelles de l'avenir, la justice et la raison. L'enfer peut-être alors aura fait place au paradis. Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvancourt.